Salut à toi, du coup aujourd'hui on se retrouve avec Shubham, donc je te laisse te présenter. Salut, donc ouais, je m'appelle Shubham Sharma, j'habite à Paris maintenant, j'ai quasiment toujours habité à Paris. À la base je taffe, on va dire, dans l'informatique. J'ai fait beaucoup de freelance, des sites web, des applis mobiles, etc. Et aujourd'hui, on va dire par un parcours qui a pas mal changé mais qui est toujours resté dans la tech, je bosse pour Keymetrix, qui est une boîte qui aide les sites internet à être plus performants, on va dire. Et à côté, j'ai une chaîne YouTube qui fait de la vulgarisation informatique. Et j'ai 2-3 autres projets qui, on va dire, qui tournent tout seuls sur internet et qui marchent très bien. Voilà. Ok, et du coup, comment tu t'es lancé un peu comme ça en freelance dans l'entrepreneuriat? Tu fais des sites, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as débuté là-dedans? Ouais, alors donc j'avais on va dire pas mal de chance, parce que j'ai commencé, on va dire, l'informatique très très tôt. J'ai vendu mon premier site quand j'avais genre 13 ans ou un truc comme ça. Évidemment, avant j'avais commencé à les faire, hein. C'était parce qu'un jour il y a un pote de mon oncle qui demande: ah, au fait, tu sais faire des sites internet? Et bon, moi je savais qu'on pouvait tout apprendre sur internet, ce qui est vrai et ce qui est toujours vrai aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit ouais, pas de souci, alors que je savais pas du tout comment ça marchait. Du coup, j'ai commencé à googler comment ça marche HTML, comment ça marche PHP, etc. Et j'ai fait mon premier site internet, qu'à l'époque j'ai vendu genre 200 €, qui était 200 € quand t'as 13 ans, tu penses en bonbons, tu penses en tout ça, en McDo, donc c'était assez impressionnant. Ouais. Ok, du coup, tu as fait des études dans quoi? Du coup, moi j'ai fait des études dans l'informatique. Je savais très bien que je voulais faire de l'informatique parce que je commençais à programmer un petit peu. J'avais fait un bac S, on va dire classique, dans mon lycée. Et à la fin du bac S, je savais que je voulais faire des études d'informatique dans une école d'ingé qui s'appelle EPITA. Donc c'est EPITA, Epitex, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est les deux écoles d'informatique un peu connues, qui étaient connues à l'époque, maintenant 42. Qui est une autre école d'informatique. Et moi j'ai fait EPITA. L'école 42 du coup? Non, moi non du tout. Non, moi en fait il y a l'école 42 qui est aujourd'hui connue et EPITA, Epitex c'était les plus connus à l'époque. D'accord, ok. Donc c'était vraiment l'informatique parce que ça te passionnait du coup. Exactement. Ok, et t'as fait combien de temps d'études en fait au final? Alors du coup c'est un cursus qui est en 5 ans, donc c'est post-bac, juste après tu fais 5 ans où les 2 premières années c'est en fait une prépa intégrée où tu vas on va dire avoir un peu de maths, un peu de physique, mais toujours tu vas être très concentré quand même sur l'informatique. Genre la première année tu fais un jeu vidéo en termes de projet, donc c'est quand même assez fun. Mais tu codes un jeu vidéo, donc c'est vraiment cool. Et puis derrière tu vas avoir 3 ans qui va être l'école d'ingénieur et là c'est quand même un peu chaud en termes de rythme, mais c'est super intéressant parce que tu apprends énormément. Je sais que c'est là où j'ai triplé en termes de niveau en informatique, donc c'était super bénéfique pour moi. C'est à ce moment-là qu'en parallèle tu as commencé à monter justement tes projets, à entreprendre, à faire du freelance? Ouais, exactement. En fait, c'était dès la première année. En fait, je faisais, on va dire, entre guillemets, déjà du freelance, mais sans avoir le statut freelance ou quoi que ce soit. Exactement, sans forcément être déclaré, etc. Parce que il y avait des gens qui me demandaient des sites internet et je leur faisais et j'étais payé. Voilà, exactement. Mais on va dire que je n'étais pas focus sur ça ou quoi que ce soit. Et à un moment donné, j'ai rencontré un pote qui s'appelle Charles, qui faisait aussi des sites internet, donc on a joué un peu nos forces et on s'est dit si on est ensemble on va pouvoir trouver plus de clients, on va pouvoir faire des sites internet plus rapidement et du coup générer plus de revenus. Et donc ouais, c'était au début de l'EPITA et au début de ces 5 ans, et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler ensemble et faire des sites internet encore plus, on va dire. En fait, à la fin de cette période freelance, etc., j'avais rejoint une boîte qui s'appelait Mailjet, qui est en fait une boîte qui fait de l'emailing. C'est un outil qui va permettre aux gens de faire leur campagne d'email marketing, d'email transactionnel, etc. Donc c'est tous les emails que vous recevez dans vos boîtes mail. Et moi, mon but, c'était comment j'aide les développeurs à utiliser cet outil. Donc c'est seulement la phase qui intéresse les développeurs. Et j'ai même avant la fin de mes études, du coup, j'ai été embauché par eux et c'était très bien parce que je continuais un peu mes activités freelance à l'époque. Et à côté, je travaillais là-dessus et à côté, j'avais mes cours aussi. Donc on va dire que c'était une période quand même assez intense dans ma vie, mais au moins ça m'a appris à comment m'organiser et comment gérer le stress, à gérer la pression, etc. Mais c'est super bien passé. Et en effet, la dernière année chez Mailjet, je suis parti à New York. Donc on avait un bureau là-bas en fait, et je suis parti lancer un logiciel open source. Donc c'est on va dire un produit qui
qui était fait par Mailjet et qui était en fait gratuit, mais qui nous permettait en fait d'avoir plus d'impact sur le marché américain. Et donc voilà, j'ai été lancer ça là-bas. Donc j'étais évidemment pas tout seul, hein, mais en tout cas voilà, c'est en ça qu'a consisté ma dernière année. Et donc c'était en janvier dernier. Et là et du coup juste après j'ai rejoint en fait un ancien Epitech aussi qui a créé une boîte qui s'appelle Keymetrics, et aujourd'hui ce que je fais c'est plus du marketing pour développeurs, donc ça rejoint un peu ce que je faisais chez Mailjet, mais on va dire que c'est une cible un petit peu décalée, mais en tout cas tout ce que j'ai fait avant me sert autant. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as fait des rencontres à New York ou même ailleurs, même sur Paris, qui t'ont marqué ? Ouais, pas mal. Enfin, une grosse partie et une des raisons pour lesquelles je voulais partir à New York, c'était pour rencontrer des gens aussi. Et ça, c'était super intéressant parce qu'évidemment, New York, c'est l'endroit où, d'après moi, tout se passe. Alors évidemment, il y a plein d'autres endroits, mais pour moi, d'un point de vue tech, d'un point de vue, on va dire marketing, etc., c'est quand même un endroit qui a une niche où il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et moi, c'est quelque chose qui me stimulait. Et du coup, ouais, j'ai fait énormément de rencontres, aussi bien d'un point de vue pro que perso, ou des gens qui m'ont énormément enrichi, et j'ai appris énormément de choses. Ce qui fait que j'ai quand même changé de vision en revenant, et c'était ce que je cherchais en allant 1 an et quelques du coup à New York aussi. Ouais. Ok, et ça te fait pas bizarre de revenir comme ça sur Paris ? Ça te manque pas un peu la ville ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Est-ce que du coup, est-ce que tu as développé plus ton réseau ? Est-ce que tu en avais déjà un avant de partir ? Je pense que oui, un petit peu, mais est-ce que du coup, New York, ça t'a permis de le développer, mais x10 ou c'était pas pareil ? C'est quoi la différence juste d'avoir un réseau en France et aux États-Unis par exemple ? Alors du coup en fait je pense que évidemment le réseau c'est extrêmement important, et ça personne dirait le contraire. C'est un truc qu'on avait très très rapidement compris avec du coup mon associé Charles à l'époque, que le réseau c'est ce qui faisait que tu avais plus de clients, c'est ce qui faisait que tu étais plus connu, c'est ce qui faisait que les gens t'aimaient bien aussi parce que tu faisais partie d'un réseau, on va dire. Et ça c'était super important, et on avait compris une chose, que dans un réseau il faut avant tout beaucoup donner avant de recevoir, donc on est très dans ce mindset là. Voilà, exactement, donner à fond, et puis un jour peut-être que tu en auras besoin, et du coup tu sauras demander à qui demander, et ce sera pas un problème. Et donc on est toujours dans ce mindset là, et ça c'était super important, et en effet on avait déjà un gros réseau, on va dire, sur Paris, sur plein de domaines, pas seulement l'informatique, pas seulement le monde du web, mais vraiment super diversifié, et je pense que c'est super important. Et ça c'est une des choses qui nous a permis d'avoir par exemple beaucoup de clients au départ, et aussi nous faire des amis qui sont extraordinaires, qu'on a gardés jusqu'à aujourd'hui. Après à New York c'est vrai que du coup il y a plein de gens qui sont là-bas, des gens qu'on ne croiserait pas forcément à Paris. Tous les gens qu'on suit un peu, les youtubeurs, etc., on se dit ils sont là-bas, c'est génial. C'est un peu un autre monde, et moi je trouvais ça génial, et donc du coup je me suis créé un petit réseau là-bas, évidemment un réseau de potes avant tout, et après d'un point de vue professionnel, parce que c'est plus facile quand tu contactes quelqu'un sur Twitter et qui a marqué New York en bas, de te dire viens on se prend un café à la 7ème avenue, et c'est juste à côté, et ça c'est vrai que c'est beaucoup plus simple que de se dire est-ce que c'est possible de se faire un Skype avec le décalage horaire, quoi. Et ça c'était clairement un avantage, et j'en ai profité bien comme il faut. Et surtout tu as aussi un autre argument qui est écoute, je viens d'arriver à New York, nouveau dans la ville, j'y connais pas grand chose, est-ce que ça te dit En général les gens sont toujours contents de ton service, de te faire découvrir la ville. Exactement, les gens sont généralement assez contents de te prendre un peu, on va dire, sous leurs ailes, et t'aider à ce niveau-là. Donc ça clairement, et j'en ai gardé en tout cas un très bon souvenir. Et, je parle un peu au passé, mais au final je sais que j'y retourne très très souvent. Genre là j'y vais dans une semaine, j'ai été à New York 2 fois depuis, et c'est pas parce que j'y habite pas que je suis pas du tout en contact, loin de là. J'ai l'impression que c'est parce que j'y ai habité. Ouais, exactement. Et c'est parce que j'y ai habité que en fait que c'est beaucoup plus facile de rencontrer encore plus de gens là-bas, parce que c'est un peu je me sens encore un local quand j'y vais, quoi. C'est bien ça. Ok, et autrement au niveau de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en général ? Est-ce que pour toi tu as plusieurs on va dire mindset d'entrepreneurs ? Est-ce que tu as une définition de l'entrepreneuriat ? Est-ce que tu as ta propre définition ? Parce que c'est un peu global en fait, et maintenant j'ai l'impression aujourd'hui... c'est vrai que tout le monde parle je suis entrepreneur, alors qu'au final il a pas créé de boîte, ou alors il a juste créé un compte Twitter, il a marqué entrepreneur dessus. Je pense que aujourd'hui oui, la chance qu'on a c'est de marquer n'importe quoi sur sa bio, et peut-être essayer de un peu bluffer des gens.
Mais je pense que c'est pas ça, et puis ça dépend ce que tu veux en faire avec. Je pense qu'il y a des entrepreneurs qui veulent rester dans leur coin, rester très simple, et puis générer leurs revenus, rester solitaire et pas du tout être sous les projecteurs, et c'est très bien, et il n'y a pas de souci avec ça, et qui font un business qui marche très bien et ils savent gérer leur truc. Et puis il y a des entrepreneurs, voilà, qui créent des super boîtes, qui font les front pages de gros magazines ou de sites, ou qui veulent absolument montrer qu'ils viennent de lever de l'argent, etc. Et je pense que voilà, t'as des mindsets différents d'entrepreneurs. Personnellement, ce que je pense, c'est juste quelqu'un qui est un créatif, et qui, parce qu'on va dire quelqu'un de très cartésien, etc. S'il n'a pas d'idée, il ne pourra jamais vraiment créer si c'est pas quelqu'un de créatif. Je pense que vraiment l'entrepreneur à la base, c'est quelqu'un qui a des idées et qui veut les appliquer via ses connaissances. C'est un peu peut-être quelqu'un qui casse un peu les codes et qui a plus de facilité à sortir d'une boîte, d'une case un peu plus rangée. Un mec rationnel va avoir plus de mal de sortir de la boîte, de casser les codes. Alors je pense qu'en effet, quelqu'un qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément suivre la voie classique, parce que il y a des pays comme la France, par exemple, où où c'est socialement important de suivre la voie classique, on va dire, parce que c'est ce qui est le plus facile et c'est ce qui est le plus demandé, on va dire. Et alors que, par exemple, dans d'autres pays, comme par exemple, je dirais l'Inde, à la base, évidemment, c'est un peu nouveau, où les parents commencent à mettre un peu la pression pour dire va à l'école, etc. Mais je veux dire, c'est pas un gros problème si tu crées une boîte, quoi. C'est pas quelque chose. Ouais, voilà. Et je pense qu'en France, ça dépend en fait de l'éducation, des parents, etc. Je pense que en France, c'est beaucoup plus simple d'être OK, et de faire une école d'ingé, de devenir consultant, d'aller en costard tous les jours quelque part, que de se dire non, voilà, ça c'est pas fait pour moi, et de penser à autre chose, et regarder autre chose et suivre d'autres modèles. Et on a la chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir avoir des modèles qui sont différents, qui sont des modèles entre guillemets vérifiés parce qu'ils ont réussi, et de se dire je peux m'inspirer d'un peu son parcours, sa biographie, etc. pour pouvoir faire la même chose. Je pense que ça a toujours existé, mais c'est juste qu'aujourd'hui avec Internet c'est beaucoup plus facile d'avoir ces inspirations, et du coup d'y arriver, je pense. Ça se démocratise aussi un petit peu plus. Ouais, c'est vrai que du coup ça se démocratise plus, ce qui fait que du coup ça devient un peu plus mainstream, ce qui fait qu'il y a des gens qui ne le sont pas, entre guillemets. Et je pense pas qu'il y a genre être entrepreneur ou pas être, vraiment c'est montre ce que t'as fait, quoi. Il y en a qui cherchent le succès, il y en a d'autres qui cherchent plus à être heureux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est une question de personnalité, d'état d'esprit aussi. Ouais, je pense. Et puis même, je pense que avant que ça devienne un truc, quoi, l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont été entrepreneurs pendant un bail sans forcément mettre sur leur front qu'ils étaient entrepreneurs. Et je pense que c'est plus une question d'un peu de hypitude. Ouais, je suis entrepreneur et j'ai envie de le marquer pour pouvoir briller en société et dire je suis un peu un outsider que vraiment l'être. Entrepreneur, c'est non, tu crées et tu fais des choses qui font que tu génères ou pas du revenu, et c'est tout. En fait, je pense que l'entrepreneur, on va le catégoriser entre guillemets par ses actions, en fait. Si tu dis t'es entrepreneur sur ta bio Twitter, comme tu disais, mais que tu fais rien, tu fais pas l'action, entrepreneur, oui, dans l'âme, mais peut-être pas en vrai. Ouais, voilà, ça sert à rien de le dire sans rien faire, quoi. C'est ça, en fait, c'est... Même au-delà des résultats, c'est vraiment les actions, parce que c'est OK de pas générer du revenu. Et je pense que en France il y a quand même une peur à ce niveau-là, c'est que si jamais tu génères pas du revenu, t'as pas encore réussi. Pour beaucoup, la réussite, c'est juste de mettre quelque chose sur Internet, ou de créer quelque chose, et puis voir, en fait, c'est répondre à une demande qui peut-être au départ n'existe pas, etc. Donc je pense que vraiment la réussite, c'est le bonus derrière. Mais être entrepreneur, c'est vraiment ce que tu penses, ce que tu as envie de faire, tu le crées et tu le mets en place et tu le mets dehors, et ça c'est bon, tu viens d'entreprendre, quoi. Qui t'inspire le plus au niveau de l'entrepreneuriat ou même de tout? Wow. Qui est-ce qui m'inspire le plus? C'est des inspirations, ça peut pas être forcément plusieurs personnes. Mais vraiment, si tu dois choisir une personne. Une personne, Une personne, waouh. oui. Ah ouais. Ah mais c'est extra dur en fait. Parce que c'est extra dur, parce que je regarde plein de gens, il n'y a pas de... En fait, je pourrais pas avoir une personne, parce qu'il y a toujours des petits bouts de chaque personne que j'aimerais prendre et pouvoir me dire que c'est ce truc-là et faire en sorte que ça soit moi-même qui m'inspire. Mais non, j'ai pas une personne comme ça. Un peu comme on avait fait pour YouTube, tu sais, quand j'avais dit si t'avais qu'une seule chaîne de YouTube à regarder. Ouais. Moi, ce serait Click. Ok. Je pense que ce serait la chaîne de Gary Vaynerchuk. Ouais. Parce que ça fait longtemps que je la suis. Tu l'as déjà rencontré ou pas du coup à New York? Je l'ai jamais rencontré, mais je suis passé dans son Ask Gary Vee Show. Oui, j'avais vu.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et non, c'était comme ça. Je l'ai jamais rencontré. Et au niveau de tes inspirations, du coup, en général, à part Gary Vee, si, je sais pas, quotidiennement, tu lis, tu t'inspires comment? Alors je suis un très mauvais lecteur, je ne sais pas lire, j'ai jamais appris à lire, enfin si je sais lire mais je veux dire ça m'a un peu traumatisé à l'école de lire des romans et c'est dommage je trouve parce que je pense qu'il y avait un meilleur moyen de se connecter au cerveau qui sont plus là. Et mais est-ce que je me dis que je vais mettre de l'effort pour progresser dedans? On a de la chance, on a les livres audio et ça marche très bien et je lis énormément de livres audio, enfin j'écoute énormément de livres audio du coup grâce à Audible et ça marche très bien. Et du coup j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute énormément d'audio, vidéo j'essaye du coup avec Gary Vaynerchuk etc. Mais beaucoup d'audio là en ce moment. Sur quelle thématique? Un peu la tech en général, parfois des trucs extra pointus. En ce moment il y a un sujet qui me botte, c'est la nutrition. Sinon il y a l'entrepreneuriat en général. Et puis le lifestyle aussi. Il y a un type que je suis en train d'écouter qui s'appelle Jim Rohn, qui est super bien et c'est un bouquin qui est super ancien, mais au moins je peux l'écouter via Audible. Quoi. Si tu devais un peu décrire ta vie de tous les jours, ton lifestyle de tous les jours, comment tu travailles en sachant que je fais toujours attention et ça change souvent. Parce que en fait j'adore la routine parce que ça me permet de me poser et prendre du recul et c'est génial quand j'y arrive. Genre en ce moment c'est trop bien parce que j'ai une petite routine et du coup je peux prendre les choses on va dire un peu de haut, de regarder un peu comment ça se passe et il y a des moments genre j'ai juste pas envie de ça parce que j'ai trop la tête dans le guidon et j'adore ça quoi. Et du coup c'est un peu difficile parce qu'en ce moment c'est trop génial parce que genre je mange bien, je fais du sport, j'ai mes horaires, c'est génial. Du coup c'est top et j'ai le temps d'être assez créatif, de prendre du recul, de prendre des décisions sur long terme. Et il y a des moments, genre il y a 2 mois où je suis trop au taquet sur un projet et que je pense je laisse pas tout tomber, j'essaie de garder. Parce que en fait si jamais ta routine est assez bien pensée, il y a des chances qui sont ancrées et donc du coup qui roulent toutes seules en fait. T'as pas d'effort à mettre dessus, mais c'est juste t'as moins la notion de prise de recul. Et du coup, une fois que t'as défini les règles du jeu de ton projet, t'y vas à fond et dans ces moments-là, ça m'arrive de rentrer vraiment chez moi, mais genre dormir 5 heures par nuit pendant 1 mois quoi. Et c'est trop bien et j'adore parce que je suis au taquet, je suis dans un truc précis quoi. D'accord, donc ça change. Il y a le changement quoi. J'ai juste une question pour en revenir au lifestyle, à l'entrepreneuriat en général. Tu te considères comme un entrepreneur glorieux ou heureux? Tu préfères être glorieux ou heureux dans ta vie? Je sais pas si tu as écouté le podcast de Oussama Hamar sur Nouvelle École. Ouais, du coup il en parle. On se posait la question toutes les deux. En soi moi je veux dire c'est vrai que ça m'avait un peu marqué ce truc là parce que je me suis dit c'est vrai que tu peux pas être les deux, il faut que tu choisisses etc. Moi pour tout vous avouer, tout à l'heure vous m'avez demandé définition d'entrepreneur et tout, je me prends pas trop la tête avec ça en fait. Je me dis pas alors est-ce que du coup je me mets dans la case du heureux et du coup je m'en fous de tout ce qui est YouTube. Tu dirais quoi en général? T'es plus glorieux ou heureux? Aujourd'hui je suis beaucoup plus heureux. Franchement il y a des moments où avec la chaîne YouTube etc je regarde, je me dis putain j'aimerais plus avoir plus de vues et il y a des moments j'en ai rien à faire et je suis content dans mon coin et je pense que ça dépend de mon mindset sur le moment. En ce moment c'est le côté routine, le côté tout va bien, tout roule et je peux prendre du recul et on va dire faire un peu mes plans. Et il y a des moments j'ai trop envie d'être au taquet ou c'est Snapchat toute la journée et tout ça quoi. En général ta vie c'est plus... Ouais, je sais pas. Je me considère vraiment quelqu'un qui change tout le temps et j'ai pas envie de dire des choses en fait parce que même moi de me dire tu te définis comme ça ou comme ça et du coup c'est mort parce que si jamais dans 5 ans tu changes tu auras du mal à même t'avouer que tu es en train de changer parce que tu seras en train de te dire non je me suis catégorisé comme étant truc. Voilà. Ok. Est-ce que tu aimerais bien avoir la vie pas la vie mais le lifestyle un peu de Gary Vee ou tu trouves que ça fait trop c'est une des raisons pour lesquelles je disais que c'était beaucoup trop. Je pense qu'il a je pense qu'évidemment, même si tu regardes les Daily Vie, etc., tu as l'impression qu'il fait que ça, etc. Évidemment que je n'aimerais pas avoir sa vie parce que c'est trop dommage. Moi j'adore je sais pas, passer du temps avec des potes et pas juste avec des potes pour du business, etc. Et non, clairement pas.
clairement pas. Et j'aimerais pas de l'autre côté aussi avoir par exemple la vie de Casey Neistat ou quoi que ce soit, ou avoir la vie d'un mec qui, je sais pas, j'aimerais pas. Je suis trop content avec ma vie. C'est trop bien, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus à part l'informatique du coup sur quoi t'es le plus focus? Je pose beaucoup de questions comme ça. L'informatique, enfin la tech en général, c'est vrai que c'est quand même un peu mon truc, donc il y a beaucoup de ça. En ce moment, c'est quand même le marketing en général, un peu les... Ouais. Non, enfin pas forcément vendre, mais je veux dire comment attirer l'attention des gens, avoir l'attention des gens, mais dans des niches spécifiques. Par exemple, la niche des développeurs aujourd'hui, c'est sur lequel je suis vraiment le plus focus. Sur le marché du SaaS, comment est-ce que tu peux, par exemple, c'est un peu mon taf aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça me passionne pas mal, et j'ai de la chance du coup de faire un taf qui est en correspondance avec ma passion pour l'instant. Et c'est ça, c'est comment tu vas pouvoir faire du marketing pour une niche spécifique, quels sont les trucs qui marchent toujours, les trucs qui marchent pas, etc. Okay. Ouais. Est-ce que tu as des projets, t'as prévu des projets ou pas dans le futur? Ouais, oui, non, j'en ai plein. Après, oui, c'est où est-ce que ça se cale, à quelle priorité les mettre, etc. Je pense qu'il y a des projets un peu plus long terme, comme étant le sport, la santé, etc., où tu as envie que ça roule, tu as envie que ça aille bien et de faire attention à ça. Sinon, ouais, l'immobilier, c'est un truc qui commence à me passionner de plus en plus, où j'en apprends tous les jours, et l'immobilier, c'est un vrai truc sur lequel je suis en train de me pencher, etc. Donc, il y a ça. Après, il y a des petits projets qui roulent d'eux-mêmes sur Instagram, etc., qui sont pas mal, toujours en couplant un peu ce que je sais faire, c'est-à-dire coder, et le marketing, etc. Donc faire des trucs un peu à côté, ouais, j'aime bien. Ok. Si tu devais donner des conseils, genre par exemple, pas pour nous, mais pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui osent pas trop se lancer en fait, qui ont trop de barrières, de croyances par rapport justement à la société. Je pense qu'il faut avant tout faire avant de pouvoir penser à tout ça en fait. Si tu te poses trop de questions sur l'essence même de l'entrepreneuriat, sur qui, quoi, où, comment, je pense que c'est beaucoup trop de prise de tête, et je pense qu'une des caractéristiques un peu cymbale, c'est un peu foncer, quoi, tu vois, se mettre au truc et chercher, parce qu'il n'y a pas de vérité ultime, quoi. C'est vraiment tu testes et ça marche pendant un petit moment, et après tu retestes pour que ça marche plus tard, et c'est de le faire, quoi. C'est de le faire et un peu moins parler. Ouais, voilà. Et je sais pas, ce matin, il y avait, au sport, il y avait un t-shirt, et derrière, il y avait marqué genre tu parles trop. Et c'était genre une citation. Et c'est vrai, les gens parlent trop. Ils font beaucoup moins. Il y en a. Ils seraient capables de faire des trucs de ouf sur l'entrepreneuriat, sur la définition, écrire des articles de blog, etc. Mais il faut faire, quoi. Ouais, et c'est quoi le concret? C'est que si jamais, je sais pas, il y avait un type qui te demandait chaque mois, alors du coup par rapport à l'année dernière, ou même si tu l'écris sur un carnet, moi je crois vraiment au journaling, et si tu t'écris sur un carnet, genre voici ce mois-ci j'étais là, genre qu'est-ce qu'il en est selon certaines perspectives le mois prochain, genre en quoi j'ai évolué, voilà, et à part le blabla, quoi. Et si limite si tu peux le formaliser de manière super cartésienne dans des courbes, ça serait encore plus génial, genre vraiment ce serait top. Ouais, genre temps passé à documenter, temps passé à générer du revenu généré, je sais pas, domaine d'expertise acquis, enfin j'en sais rien, tu vois, dans ton truc. Et si tu arrives à le mettre sous forme de courbe, chaque semaine tu as un Excel à update, et tu arrives à vraiment voir si oui, tu te bouges le cul ou pas, quoi. Je sais qu'il y a un test. Sur le site internet de Max Piccinini, je sais pas si tu vois qui c'est un coach en développement personnel et business, surtout orienté business. Et en fait, c'est l'arbre de la vie, donc c'est tout le nom de mon blog Hello It's My Tree. Et en gros, si tu veux, tu as les branches de l'arbre, tu as les domaines de ta vie, je sais pas, tu as sport, santé, finance, etc. Et en gros, c'est sur 10, tu vois. Et en fait, tu fais un test sous forme de quiz. Et à la fin, tu as marqué Choubam, alors tu as 8 sur 10 en sport, 9 sur 10 en finance, je mets des bonnes notes là. Genre 5 sur 10, je sais pas, genre au niveau des relations, parce que en ce moment, c'est un peu down comme ça. Bref, et c'est trop bien en fait. Ça te fait un petit résumé de ta vie pour des projets. Ouais, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien le côté décomposé. Ouais, moi j'utilise un carnet où j'écris un peu toute ma life, et je regarde plein de trucs là-dessus. Enfin, ça me permet de regarder. C'est le bullet journal. Je sais pas pour ceux qui connaissent, mais en gros, ça te permet on va dire d'avoir une trace de ton passé, de prévoir le futur et un peu gérer le présent, quoi. Et je crois que c'est ça le pitch. Mais en gros, après tu l'adaptes à toi-même, quoi. Moi je sais que souvent j'ai tendance, on va dire, à décomposer un peu ce qui se passe dans ma veille en
dans ma vie, on va dire, en plusieurs segments. Et pas forcément mettre des notes, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, tu arrives à 10, tu fais quoi, mais plutôt définir tes objectifs et puis les atteindre ou pas. Et tu définis à chaque fois le même nombre d'objectifs en termes de difficulté, quoi, et regarder si tu les atteins ou pas, et tu fais des check-ups toutes les semaines. Donc c'est peut-être un peu trop carré, mais sinon t'avances pas en fait. Et je pense que la discipline c'est que ça, et c'est comme ça que t'avances. Sinon tu peux très vite te laisser emporter, je pense. Et j'ai tendance souvent à me dire oh putain, ouais, parce que sinon c'est trop facile en fait de te laisser rouler un peu par la vie, quoi. C'est trop rapide. Les excuses, c'est un peu l'effet boule de neige. Ouais, mais au-delà des excuses, c'est ça, c'est l'effet boule de neige. Mais une semaine, c'est très rapide. Un mois, c'est super rapide. Une année, c'est de plus en plus rapide. Et en fait, tu te rends compte que ça passe très vite, quoi. Et soit tu fais des choses, quitte à être un peu psychorigide et de faire des check-ups toutes les semaines, soit tu fais rien et tu as l'impression de faire des choses. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout, je pense. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou Une citation. ou une anecdote ou un truc du genre? Anecdote, citation, je sais pas, il n'y a rien qui vient en tête, mais je dirais vraiment c'est cette partie-là de faire, quoi. Genre, il y a beaucoup trop de gens, je pense, beaucoup trop de gens qui parlent. Et c'est bien parce que du coup ça fait du bruit, c'est vachement bien, mais concrètement, quoi. Genre, après c'est bien de pouvoir lever des fonds sur des slides, etc. Et je pense que c'est important, il faut des gens comme ça, mais au moins ils lèvent des fonds sur des slides, ils font quelque chose, ils rencontrent des gens et ils font ça. Et je pense que rester sur son canapé à ne serait-ce que regarder des vidéos YouTube d'entrepreneurs, c'est bien, mais si jamais tu n'utilises jamais ce qu'ils sont en train de dire, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça sert à d'inspirer, hein, c'est bien, mais si tu le notes même pas sur un carnet, c'est parti, quoi. Si j'avais une autre question aussi, genre tu le vois comment un peu ce monde-là de l'entrepreneuriat dans 10 ans, au niveau de la tech aussi, comment tu imagines un peu Même dans 2-3 ans. l'avenir? Ouais, ou même récemment. Dans le monde de l'entrepreneuriat, je sais pas, parce que dans le monde de la tech, c'est sûr qu'il y a des tendances qui se voient, hein, l'IoT, etc. C'est des choses vers lesquelles on va. Il y a plus en plus d'opportunités parce qu'il y a des champs qui s'ouvrent. Du coup, il y a plus en plus de place. Et du coup, quand il y a une place au départ de l'ouverture d'un domaine, c'est plus facile. Alors que quand il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus difficile. Donc je dirais, ouais, il va y avoir des entrepreneurs qui vont se lancer et qui vont avoir plus de chances de réussite que maintenant. Au bon moment. Ouais, voilà, il y a ça. Et puis il y a l'autre côté aussi où moi, je pense vraiment qu'on a de la chance en ce moment, que c'est très facile quand tu crées une start-up de lever des fonds, c'est très facile les choses se passent, les gens sont confiants, etc. Je pense que nous, voilà, on n'a pas connu tout ce qui est crash boursier et tout, en tout cas, on a connu, mais on était jeunes. Je pense que faut quand même flipper un peu, faut quand même pas se dire que l'argent c'est gratuit et que ça arrive et que c'est voilà. Gagné, quoi. Voilà, je pense que vraiment ça peut arriver du jour au lendemain sans rien comprendre. Il y a des gens qui investissent dans le Bitcoin comme ça en se disant que de toute façon c'est bon et ils mettent toutes leurs économies et on n'en sait rien, quoi. Oui, enfin c'est marrant, mais si jamais un jour tout se casse la gueule, tout se casse la gueule, quoi. Et les gens ils seront pas prêts à ça, etc. Donc je pense que voilà, faire attention un peu de l'autre côté aussi. Ouais. Et est-ce que tu penses que la plupart des gens vont se dire ouais, on va essayer de vivre de sa passion, quelque chose comme ça? Je pense que de plus en plus de gens, parce qu'il y a de plus en plus de... parce que grâce à Internet, quoi. Ouais, non, et puis surtout il y a de plus en plus de modèles grâce à Internet. C'est qu'avant, ce qu'on pouvait seulement lire, ce qu'on pouvait avoir seulement dans des livres, aujourd'hui on l'a sur YouTube, on l'a via des gens qu'on rencontre sur Internet, via Twitter, via Instagram, etc. Du coup ça donne beaucoup plus d'envie, et ce qui fait que les gens passent plus à l'action. Même si en termes de pourcentage ils passent pas plus à l'action, mais c'est juste que vu qu'il y a beaucoup plus de gens, ça fait plus de gens d'un point de vue en nombre, donc ça c'est top. Ouais. Je pense que du coup. Sinon, une dernière question, donc tu as une chaîne YouTube, est-ce que tu peux dire un peu de quoi tu parles, ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Ouais, alors j'ai une chaîne YouTube et je fais de la vulgarisation tech. En gros, j'explique à des gens à un peu tout le monde, on va dire des choses qu'on croit un peu compliquées. Je sais pas, genre un téléphone, le Wi-Fi, ou des choses où on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais on les utilise tous les jours. Et j'explique un peu comment ça marche, surtout que les gens en France, surtout, ont tendance à dire très vite oh ouais, la tech, c'est de la tech, c'est pas pour moi, ouais, c'est un peu compliqué, je comprends pas. Ouais. Alors que c'est en fait très simple, et si on va dans d'autres pays, c'est de base, si on parle de 4G, les gens savent ce que c'est. Ou si on parle de, je sais pas,
batterie, on sait exactement le nombre de mAh qu'il y a sur une batterie et c'est tout à fait normal. Et si tu dis ça, je sais pas, toutes ces personnes, il y en a. Ouais, en fait, ça fait partie de la culture, on va dire. Et en France, ça, on ne l'a pas. Et moi, très honnêtement, je pense qu'il faut changer ça parce que très vite, il va y avoir une très petite quantité de personnes qui vont avoir le monopole sur l'accès de connaissances qui devient vraiment de plus en plus omniprésente. Ouais. Et c'est dangereux, premièrement. Et puis deuxièmement, ça fait pas de mal de s'y connaître un petit peu dans un domaine qui nous entoure. Et voilà, moi j'essaie de faire ça et je fais des vidéos du coup sur YouTube, des vidéos de 10 minutes à peu près, où j'explique un peu ça. Okay. Voilà, et ça s'appelle Digital Wink. Digital Wink, je mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Merci en tout cas. Voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.